Bonjour. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune chef breton, distingué il y a 4 ans par une première étoile. J'ai nommé Nicolas Conrot. Sa cuisine est le reflet de son enfance, passée entre l'océan Indien, les Antilles et l'Alsace. Mais elle reflète aussi les couleurs de sa Bretagne adoptive depuis 20 ans. Puisqu'il s'est installé à Plouiders, sur la côte finistérienne, non loin de Morlaix, où il a repris le restaurant de ses beaux-parents, aidé de sa femme évidemment. Je vous propose de partir tout de suite sur la côte finistérienne, rencontrer Nicolas, sa famille et plus largement son clan. Je veux parler de ses producteurs, de ses cultivateurs, de ses pêcheurs évidemment, qui contribuent à inspirer sa cuisine et à lui donner son identité. Nicolas nous emmènera à Plouguerneau, au cœur de l'archipel des îles de Lilia, un site particulièrement protégé, pour aller à la rencontre d'Emmanuel Legris, qui est son ostréiculteur, en tout cas celui avec lequel il a l'habitude de collaborer, qui nous fera découvrir ses parcs à huîtres. Ensuite, tu la secoues bien. Voilà. On n'a que 30 000 à secouer. On va pas les faire toutes aujourd'hui. Hein. Mettons le cap à l'est de la côte sauvage, en direction de Roscoff, un ancien repère de corsaires. Pour rencontrer Henri Courtois, cela fait 30 ans qu'il récolte, qu'il cueille des algues, et c'est dire s'il est expert en la matière. On voit à travers, c'est juste magnifique. Là, on a juste de la finesse. L'intérêt, c'est de retrouver ce croquant, cette finesse, là, dans les assiettes de nos clients. Gaël Pogam est éleveur. Il nous fait du bon lait, de la crème et du beurre, avec lesquels sa femme Lucia, d'origine colombienne, va réaliser une recette typique de cette région, le farce pitilic. Alors donc cette recette, c'est ma belle-mère qui m'a appris à faire, parce que donc, je suis colombienne et il fallait bien que j'apprenne une petite recette bretonne. Et pour le moment, rejoignons notre chef, Nicolas Conrot, à la maison, qui va nous réaliser une recette qui sent bon la Bretagne iodée. On est mieux au chaud. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va cuisiner avec Nicolas Conrot, qui vient nous voir de sa Bretagne, pour réaliser des huîtres au velouté de sarrasin. Si c'est pas breton, ça. Un titre tout en simplicité, comme ce chef d'ailleurs, qui élève la simplicité au rang d'art de vivre, en tout cas d'art de cuisiner. Ah ben le voilà, le chef. Entrez, viens te réchauffer. Bonjour Nicolas. Comment ça va? Ça va très bien. C'est un vrai arbre de Noël, déjà enneigé. Ah oui, là. Allez, je pose ça là. J'ai ramené des huîtres. Ouais. Des huîtres des abers. Qu'est-ce que c'est qu'un aber? Alors, un aber, c'est un bras de terre, en fait, et la mer rentre à l'intérieur. D'accord. Donc, avec la marée haute, la marée basse, il se vide et il se remplit. Et là, ces huîtres-là, elles sont élevées dans un aber qui s'appelle l'aber-vrac. Ce sont les huîtres d'Emmanuel. Emmanuel Legris. Alors là, on a de la numéro 2. Ouais, ce sont des creuses. Donc, tu vois, c'est déjà une belle huître. Et puis eh ben là, on va la travailler avec plein de choses, avec la dulce que tu as ici. Ouais, les algues. Un autre des trésors de ta Alors, région. c'est un trésor, oui. Et puis c'est vraiment de la cueillette. Hein. C'est des ramasseurs qui, en fait, à marée basse, qui cueillent les algues comme on cueillerait des plantes dans un jardin. En fait. Et les oignons de ta région aussi. Alors les oignons rosés. Donc ça, c'est les oignons de Malou et Relais. René, on a une belle tresse, regarde, tu vois. Ouais, qui nous retrouverons tout à l'heure d'ailleurs à table. Des oignons pour qui venir sont partager notre plat. Encore de la gourmandise parce qu'on a ce petit goût sucré, ce croquant. Tu verras, ils sont bien rosés. C'est vraiment. Ouais. Il y a oignons et oignons en France, hein, on peut le dire. Exactement. Et là, on en a des beaux. Alors, on commence par quoi? Pour le velouté de sarrasin, alors on va commencer par torréfier la farine en fait. Ah d'accord, la farine de sarrasin. Exactement. Alors attention, le sarrasin c'est une plante, ouais, c'est une céréale. Ouais, après là, on va la torréfier, elle va brunir et puis elle va prendre ce goût de noisette qui est vraiment intéressant. Qu'elle a déjà, mais du coup qu'on va renforcer. Ouais, mais là on va le renforcer et puis on va lui donner une couleur un petit peu plus différente, plus gourmande. Alors la torréfaction, elle se fait dans une poêle idéalement? Dans une poêle, c'est mieux. Alors on peut le faire au four, mais c'est plus sympa de le faire à la poêle. Allons-y. Voilà. Nous avons ça. Exact. Donc on va torréfier. On allume cette plaque. Là, il faut vraiment que ça torréfie à sec. D'accord. L'idée,
Moi, j'ai commencé à travailler, à faire cette recette-là, parce que j'ai grandi un petit peu en Alsace, en fait. Oui, j'ai appris ça. Ouais, j'ai fait quelques vendanges. Et à l'époque, quand on faisait les vendanges, il y avait une grand-mère à 4 heures qui faisait le goûter et qui faisait de la soupe à la farine. Tiens. Et en Alsace, ils font C'était ça. un plat, et donc, c'était paysan. une farine blanche, ouais, voilà, comme ça. Mais de une farine de blé, blanche. alors? Oui, farine de blé, qui torréfiait, mais vraiment presque marron foncé. Et puis après, elle diluait ça avec de l'eau et un petit peu d'oignon et on mangeait de la soupe de farine. Donc je suis reparti sur cette base de recette, en fait, sur cette idée. Est-ce que justement ces souvenirs d'enfance, donc qui sont plutôt alsaciens que bretons, si j'ai bien compris, nourrissent ta cuisine? Ou est-ce que tu as fait table rase du passé? Non, j'ai pas fait table rase du passé parce que j'ai commencé par là. Au départ, j'ai beaucoup allié cette cuisine alsacienne et la cuisine bretonne. C'est ce qui m'a aidé d'ailleurs à évoluer, puis à progresser un petit peu. Et puis j'ai toujours, mais regarde, là c'est l'exemple parfait. Cette soupe de farine, là, c'est vraiment un typique Alsace. Allier les cultures. Exactement. Alors là, on voit que ça fume un petit peu. Oui, il ne faut pas non plus la brûler, bien sûr. Non, il ne faut pas la brûler. Donc c'est pour ça, il faut vraiment, on sent bien. En fait, on peut contrôler la cuisson, on pourrait dire la torréfaction au nez presque. Ah bien sûr, complètement. Et puis visuellement aussi, tu vas voir que c'est important. Alors, on parlait de tes racines, cet enracinement dans cette région que tu t'es appropriée, qui est celle de ta femme, Solène. Exactement, c'est Solène. Et oui, puisque tu as repris l'établissement de ses parents. J'ai repris l'établissement de ses parents avec elle. J'ai commencé à travailler avec eux en 99. Alors, tu nous emmènes dans ta région, justement, ta magnifique région. La Côte des Légendes, comme c'est joli et comme c'est mérité. Et puis, vous allez voir que là-bas, on est dans les choux, mais jusqu'au club. Je vous en dis pas plus. Partons sur les côtes du Finistère avec Nicolas Conrau. C'est au cœur de ce fief des goémoniers, la récolte des algues fait partie intégrante depuis toujours de l'économie de la région, que le chef s'offre régulièrement des promenades en famille, les pieds dans les algues, dans des décors à couper le souffle. Regarde les tas de goémons qui sèchent là. C'est pour ça que ça sent un peu fort. Après, ils mettent ça dans les champs pour faire de l'engrais. Il est aujourd'hui accompagné de sa fille et de son épouse Solène, fille de restaurateur, et nous dévoile les alentours de Ménéam, un ancien village de paysans pêcheurs et goémoniers, un lieu chargé d'anecdotes. On est vraiment en plein milieu, au cœur de la Côte des Légendes. Côte des Légendes, pourquoi? Alors, il y a plein d'histoires de pêcheurs. On raconte qu'à l'époque, ils mettaient des sortes de lanternes au cou de leurs vaches et puis ça faisait échouer les bateaux. Alors ça, c'est vraiment la légende. Et puis ils venaient piller les bateaux. On voit bien qu'il y a des cailloux partout, donc c'est facile d'échouer. Et puis à marée basse, d'aller piller ces bateaux. Voilà, c'est un endroit qui est plein de caractère en fait. Une région qui a conquis Nicolas, qui a quitté Strasbourg pour Plouider en 1999, le village de l'établissement familial de son épouse. Ils en prendront les commandes en 2007 pour obtenir en 2014 une première étoile au guide Michelin. Alors, il faut savoir que quand Nicolas est arrivé à la butte, il travaillait en salle. Ouais. Donc il n'était pas du tout en cuisine. Pas du tout en cuisine. Ouais. Et au moment où on s'est dit qu'il fallait reprendre l'entreprise, il a fallu qu'un de nous deux aille en cuisine, n'étant pas particulièrement doué en cuisine, c'est Nicolas qui s'y est collé. Et puis voilà, il a fait tous les postes et ça s'est plutôt bien passé parce que voilà, un beau parcours. Dès qu'il le peut, le chef consacre du temps à sa famille. C'est le cas notamment avec son fils Paul, à qui il a insufflé non seulement le goût de la cuisine, mais aussi d'un sport au grand air. C'est sur un green de golf, celui de Plouescat, quelque peu insolite, qu'ils aiment à se retrouver. Bon, on se fait le 2. Alors, tu le fais combien? Ben, je sais pas. En 3? En 4? En 7. En 7. Eh, sois un peu plus optimiste quand même. Ouais. Allez, vas-y, c'est toi qui pars. Oh, je vais la mettre dans le lac. Non. Ah non, même pas. C'est sympa de jouer entre nous là, avec Paul, c'est toujours un bon moment. Moi, je trouve l'inspiration quand je suis plutôt hors de la cuisine, donc entouré de légumes, de choux. Et puis voilà, alors c'est vrai que normalement le golf, on le fait pour se détendre et pour penser un petit peu moins au boulot. Mais moi, ça me permet d'avoir un autre regard sur ce qu'on fait en cuisine. Ce site atypique a été conçu par Michel Cueff, un ami maraîcher qui, depuis 2013, annexe des parcelles potagères pour les consacrer à sa passion.
tout en le partageant avec son entourage. On doit contrôler son nouveau green. Comment ça va? Très bien. Il y a du soleil. Eh ouais. Il est magnifique Il y a ce nouveau green là. Oui, il est bien. Ça Oui, va? il est carrément bien. On n'a pas le droit de jouer dessus encore, je suppose. Mais... À la fin du mois. Ah, déjà? Oui. Un 9 trous juste à côté de la maison, c'est quand même royal ça. Au milieu des champs avec des légumes. Au milieu des champs, des mais petits ouais. marrons, des choux-fleurs, des artichauts. Tout de l'autre côté de la route, il y a 2 hectares de choux et 2 hectares de potimarrons. Ok. D'ailleurs, j'en ai un petit peu besoin. Tu pourras m'enfiler là? Bon, on y va, on Bon. va chercher. Génial. Super. Allez. C'est parti. Faut faire de Après le nouveaux golf, plats un avec. petit peu. Bah ouais, on va faire des nouveaux plats. Avec plaisir. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Hein, Ouais, 3-4. Ouais. Comme ça, on aime bien faire ouais. quelques soupes, quelques crèmes, des choses comme ça. Ils sont super. Donc il y a plusieurs tailles de potimarrons. Il y a des petits et des moyens. Les petits sont bien pour faire les... quand on fait les crèmes, les soupes, tout ça, là. C'est chouette. C'est parti. Et Des ça, en potimarrons. crème avec du petit Ouais. foie gras poché, là, c'est juste Ouais. excellent. Un bon coup de moule à un poivre, Paul, et c'est parfait. Merci beaucoup, Michel. Ben, de rien. Retournons sous les embruns et l'air iodé de la côte, car il s'y cache un produit phare du chef, les oreilles de mer, l'autre nom des ormeaux, ce mollusque dont la pêche est extrêmement réglementée, la plongée étant formellement interdite. Si notre chef se fournit habituellement auprès des pêcheurs professionnels, il sait aussi apprécier une sortie de pêche à pied. Pour l'occasion, il retrouve son ami pêcheur amateur Pierre Simon et profite d'un excellent coefficient de marée pour dénicher les précieux ormeaux. C'est sportif un peu de te rejoindre, là. Tu vas bien? Ouais, Bah ça oui, va, c'est ouais. sportif, ça se mérite les ormeaux. Bah, tu sais, ça, hein. je sais bien. Le but du jeu, c'est de soulever les rochers, tu vois. Bah ouais, de Parce lever qu'ils à sont- chaque fois, c'est pour ça que t'as L'ormeau, ton... il se colle sous la roche. Il faut déjà trouver les pierres qui se soulèvent, hein, parce Voilà, que c'est c'est pas ça. le cas de toutes. Tout à fait. Il se cache pour la journée, en fait. Ah bah tiens, voilà, exactement ce que je te disais. Ah oui, il tu est vois. vraiment collé, du coup, là. Ah, il est collé, tu peux essayer de l'enlever. Vas-y. Ah, c'est pas facile, hein, tu vois. Vas-y. Ok. Vas-y, voilà, tu l'as eu, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est Donc- déjà des belles bêtes. Donc tu vois, c'est Ce muscle-là qui colle au rocher, en fait. ça. C'est exactement ça. C'est avec ce grand muscle-là qui va se coller au rocher. Et tu as vu comment c'était. Tu as eu du mal à l'enlever parce Ouais. que, voilà, sur toute la surface, il est collé au rocher. C'est la bonne taille. C'est une bonne nouvelle aussi parce qu'il y a une réglementation très stricte sur l'ormeau. Sur l'ormeau. Il faut qu'il fasse au moins 9 cm. 9 centimètres, ouais. On peut en trouver également, tu vois, sous ce type de roche, mais là, Quand c'est niché, là c'est souvent dans des failles. Ah bah tiens, là il y en a un, tu vois, qui est bien caché, tu vois, dans la faille sous le caillou là, tu vois. ok. Il faut le voir parce que c'est Ah vraiment... oui, la même couleur. Ben ouais, ils prennent la même couleur, en fait. Voilà, ça y est, voilà, tu vois. Voilà. Et tu peux aussi le soupeser, ça Ouais, ça a un certain poids. On a à manger dedans, hein, ça c'est Voilà. sûr. Les coquillers, c'est un steak d'ormeau. Hein. Voilà. C'est une chair qui a la particularité d'être un peu caoutchouteuse. On l'enroule dans un chiffon et on tape au marteau dessus. Ouais. Il y a plein d'histoires, on nous dit que les ormeaux sont durs parce qu'ils sont stressés avec les étoiles de mer. Je sais pas si c'est une légende ou si c'est vrai, mais apparemment, c'est un animal qui peut être stressé. Et moins il est stressé, plus il est tendre. Écoute, moi c'est comme ça que je le fais et je le passe à la poêle avec soit du beurre, soit du beurre noisette et un petit peu d'échalote de Carlouan quand même. Même pas. C'est vrai qu'on a plusieurs recettes, mais en tout cas, on aime l'utiliser entre novembre et mai parce que je trouve qu'il est assez tendre, étant donné que l'ormeau se nourrit de dulce, on dit que c'est sa gourmandise, donc on hache un petit peu de dulce et on la met dans la sauce et c'est vrai que ça renforce un petit peu le goût de l'ormeau. On a quelque chose de très musqué là, c'est sympa. Très marin. Ouais, très c'est iodé. très marin, très iodé. Une terre de légende, de caractère et de saveur dont Nicolas fait la synthèse dans sa cuisine. Enfin, dans ma cuisine aujourd'hui. Alors, l'oreille de mer, Ouais, les oreilles de mer, qui se l'ormeau. pêche donc soit sur la plage, Oui, glaner en pêche à pied. ou alors en haute mer évidemment. Ou alors, en haute mer, en bouteille avec des plongeurs. Sinon, culturellement et traditionnellement, c'est de la pêche à pied durant les grandes marées. C'est pas une mince affaire, ça se mérite. La mer, elle est basse pendant 30 minutes, donc il faut se dépêcher, faut faire il faut attention. lever des cailloux. Ouais, c'est un vrai sport. Alors revenons à ta farine. Donc là, tu as obtenu la bonne coloration, Ouais, la bonne là, j'ai la torréfaction. bonne torréfaction. Tu vois, on a ce goût noisette qui est là, qui est quand même qui est superbe. Très agréable. On va mettre un petit peu de fond blanc. Fond blanc, d'accord. Voilà. C'est un bouillon de volaille en fait. Volaille, tout Voilà. simplement. Nous, dans notre cuisine, en fait, on a ou du bouillon de légumes ou du fond blanc en permanence sur le piano parce qu'on réajuste les sauces, parce qu'on cuisine avec, en fait, tout le Tu temps. mouilles tes sauces et ta cuisine, Tout le temps, non tout pas le temps. forcément à l'eau, mais avec du bouillon. Ah non, avec du bouillon. Ah oui, ça donne des saveurs. Ah, et c'est complètement différent. Nicolas, tes astuces pour faire le fond blanc, est-ce qu'il y en a? L'astuce, c'est une fois qu'on a cuit sa poule, c'est de laisser le bouillon
au frais pour avoir justement la graisse qui remonte. De cette manière-là, on va dégraisser le bouillon, et ce qui nous permet d'avoir un bouillon très clair comme ça et où on n'apporte pas de matière grasse. Donc là, on va se verser un tout petit peu de fond blanc. Allez, vas-y. Je le verse très progressivement pour éviter la formation de grumeaux et nous le mettons à feu doux car le sarrasin épaissit très vite. C'est ta crème pâtissière à toi, quoi, finalement. Ouais, c'est un peu ça. Tu peux y aller, Julie. Mais d'ailleurs, le sarrasin peut se substituer au blé très facilement, y compris dans les desserts. Hein. Dans les Moi, desserts, j'ai le oui. souvenir d'un kouign-amann au sarrasin, c'était drôlement bon. Donc voilà, on a une consistance plutôt sympathique. Pour accentuer la finesse de sa texture et son parfum, nous filtrons le velouté, puis nous écrasons les résidus. Et comme ça, on va sécher notre sarrasin. Et alors toi, quand tu étais à l'école hôtelière donc de Strasbourg, tu ne t'es jamais dit que tu allais te mettre en cuisine un jour? Ben non, parce que voilà, ça me faisait un peu... La cuisine me faisait un peu peur. Je trouvais que c'était un milieu toujours très dur. Et puis en fait... ça l'était, en tout cas. Ça l'était, mais on peut faire en sorte que ça ne soit pas. C'est vrai. Et aujourd'hui, en cuisine, en tout cas, ouais, non, c'est sympa. toi, Chez nous, il y a une bonne ambiance. Et puis, le métier, c'est aussi beaucoup féminisé. On a beaucoup de femmes en cuisine aujourd'hui. Donc, on a des ambiances qui sont beaucoup plus cool qu'avant, on va dire. Voilà, donc là, on a bien séché. Tu vois, regarde. Récupéré tout ce qu'il faut. On a récupéré une bonne partie. D'accord. Et là, tu vois, Hop, on a tiens, notre je vais faire velouté tomber la qui est bien fluide. Et je veux pas que le velouté soit trop liquide. Donc là, je le fais un tout petit peu réduire pour qu'il ait une consistance un peu, tu vois, quelque chose de nappant. Qu'est-ce qui conduit ta cuisine finalement? Tu parles beaucoup d'harmonie, de simplicité. Ouais, je crois que c'est de la simplicité parce que quand tu n'as pas énormément de technique, alors tu t'entoures de gens qui ont de la technique, bien sûr, mais tu fais les choses simplement, tu penses simplement. À l'instinct. À l'instinct, oui. Et je crois que c'est ça. Et puis au goût. Et puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'inspiration, elle vient pas comme ça, elle vient parce qu'on a des gens autour de nous. Parce qu'on est dans un territoire, parce qu'on a des producteurs, parce qu'on a une relation avec eux, et parce qu'on apprend, en fait. Et on s'imbibe de ce qu'ils font, de leur savoir, et c'est comme ça qu'on arrive à créer des plats. On va passer ce velouté au mixeur. On va lui ajouter un petit peu de beurre pour le lisser, pour lui donner une belle brillance. Parce qu'il n'y a pas de matière grasse pour Exactement. l'instant. On va y mettre un tout petit peu de lait ribot. D'accord, ça c'est amusant. Effectivement, j'aurais pas pensé. Le lait ribot est le petit lait qui reste lors de la fabrication du beurre à la baratte. J'aime bien parce que ça donne de l'acidité. Et puis c'est pas trop gras? Non, c'est pas gras et ça donne de la fraîcheur. Donc voilà. Donc notre velouté, il va être prêt là. Et ce velouté, on va le savourer avec des huîtres, on vous l'avait dit. Les huîtres d'Emmanuel Legris. On part tout de suite sur cette belle côte. Sur les abers. Les abers, les fameux abers, pour voir comment se cultivent ces huîtres. Parce que Emmanuel, il est ostréiculteur, mais il est aussi fracasseur de dentelle. Hein. Ça se dit comme ça là-bas. Partons à Lilia, près de Plouguerneau, dans le Finistère Nord, découvrir la façade littorale la plus longue de France. Ici se succèdent les falaises, les pointes, les presqu'îles, les plages de sable fin et le phare de l'île Vierge, le phare le plus haut du monde. C'est aussi sur cette côte exceptionnelle, au milieu de l'archipel des îles de Lilia, que notre chef Nicolas Conrot retrouve son ostréiculteur Emmanuel Legris. Salut Emmanuel. Salut Nicolas, tu vas bien? Et toi? Beau temps? Bah carrément. Bon, pour aller en mer, là, c'est parfait. Tout va bien. Ah. Hop. Allez, c'est voilà, parti. t'as ton petit siège. Génial. Voilà. Merci. Sur ce site éblouissant, Emmanuel cultive 300 tonnes d'huîtres chaque année. Ces 20 hectares de parc bénéficient d'un équilibre unique entre la richesse en minéraux des eaux apportées par la rivière et la pureté de l'eau du large qui vient brasser les parcs. La marée basse est le moment pour aller entretenir les huîtres. Les parcs se découvrent. Commence alors le travail des ostréiculteurs. On descend. Bon Nicolas, on y va. On va aller secouer un peu de poche parce que c'est une opération qui est nécessaire pour arriver à avoir une belle forme. Si tu veux des belles huîtres dans ton restaurant, il faut forcément les travailler. En fait, on va casser la pousse qui est autour de l'huître et du coup, elles vont gagner en profondeur, en creux, pour avoir une creuse qui est bien profonde. Et là, du coup, tu vas aller... Alors, à chaque marée, tu vas les secouer? Une marée sur deux, il faut secouer. Ok, d'accord. Donc, tu vois, tu prends les poches. Ok.
Donc une poche, ça fait à peu près 15 kg. Tu la prends, il faut la lancer sur le côté, la tourner et après bien la fracasser. Et il est très simple de voir tout ce qui est tombé par terre, c'est la dentelle de l'huître. Donc tu Tu la prends, prends, tu la hop, lances sur le côté, et tu ensuite, secoues, tu la secoues bien. voilà. Et tu raccroches quoi à Et chaque fois. et tu raccroches comme c'est fait, voilà. On n'en a que 30 000 à secouer. On va pas les faire toutes aujourd'hui. Hein. Non, je me suis dit, comme tu venais, Faire bah, j'en bosser un profite, petit peu hein. quand même. Et là, tes poches, elles sont alors c'est super propre, il n'y a pas d'algues du tout alors, elles dessus. sont propres, parce que depuis 1988, j'ai trouvé une petite ruse de mettre des bigorneaux dans les poches. Ok. Et en fait, c'est incroyable, ce petit brouteur, le travail qu'il peut faire sur une poche. Il est capable de manger les algues, et en fait, c'est un mollusque, donc la petite coquille reste coincée dedans. Ok. Et il y a juste l'animal, il nettoie une maille, il rentre dans la maille d'à côté, etc. etc. Donc tu en mets un petit peu à chaque fois que tu charges. On une met 300 poche. grammes dans une poche. Ok. On a à peu près 100 000 poches au total, entre tout le naissain, etc. Donc on a quand même 30 tonnes de bigorneaux dans nos poches C'est d'élevage. énorme. Donc tu deviens aussi producteur de bigorneaux. On un est peu, producteur de bigorneaux Ouais. aussi. Dans ces sacs, Emmanuel élève 4 calibres d'huîtres différentes cultivées en fonction de leur stade de croissance. Les plus petites sont placées en bas près de l'eau et les plus grosses en haut. Dans ce cadre enchanteur, pour finir en beauté cette balade maritime, nos deux amis s'offrent une petite dégustation les pieds dans le sable avant que la mer ne remonte. Tiens, on va prendre là parce que dans les barrettes rouges, normalement, on est sur du numéro 2. Ça, c'est un code Ok. couleur. C'est celle que j'aime bien travailler, en tout cas la numéro 2. Voilà. Là. Voilà le résultat du secouage dont on parlait, qu'elles Ouais, sont on a une bien huile qui est limées. bien- Voilà, tu vois, je peux les prendre à la main, je vais pas me couper. Ouais, non, Je vais elles, prendre sont... mon petit couteau. elles ont une belle forme en fait. Voilà. Et elles ont un beau creux, comme ça. Tac. Un petit coup de levier. On revient, on remonte. Le pied à couper est là, toujours au même endroit. Il n'y a que, je crois, les huîtres anglaises qui ont le pied à gauche. Ok. Plus ce pied est gros, plus l'animal sera apte à être calibré, conservé, Puis transporté. ce pied, il est bon quoi là. C'est le meilleur, ça. Ah ouais. Tiens, C'est excellent. tu vas voir. Merci. C'est top parce qu'elle a vraiment un goût sucré qui revient. On assaisonne. Et bizarrement, elle était dans l'eau il y a encore quelques temps là et elle est pas salée pour Il y a autant. moins de 2 heures. Alors, la salinité, en fait, c'est la salinité de l'océan. Donc, faut que je regarde quand même si je t'ai pas raconté de blague. On va continuer à en faire. Ouais, pas de problème. Avec grand plaisir ça. Ah, Et on va continuer de les acheter surtout. Au bout de 38 ans, on va pas arrêter quand même. Nicolas quitte le littoral pour rejoindre les terres du Finistère. Il s'arrête chez ses agriculteurs René et Malou, producteurs d'oignons roses de Bretagne, un produit local essentiel pour sa recette. Bon, tu viens travailler avec nous aux oignons là. Bah un petit peu. C'est Donner bien. un coup de main. Ouais, ouais. Je vois que vous êtes là tous les deux. Bon, Tu vas bien? oui, aussi. Oui, ça va. Bon, Très bien. ben voilà, Non. nos oignons. Je te donne l'outil, voilà. Alors c'est quoi le travail? Alors le travail consiste à enlever la queue, tu vois, les racines. Ah oui, comme ça tu Et regardes. Voilà, et ça permet en les regardant comme ça de près, d'être sûr que le produit est de qualité. De faire chaque oignon quoi. Oui, voilà. Quand on coupe un oignon là comme celui-là, tu vois les belles, Oui. les beaux cercles. Ouais. Et puis Voilà. on a tout de suite la belle Voilà. belle- La, la la belle couleur couleur, rose, c'est ah ouais. ce qui est demandé. Ouais. C'est ce qui fait la rose caractéristique et puis translucide aussi. voilà, hein. d'un oignon rosé. Oui. La particularité de l'oignon rosé, c'est qu'avec très peu de cuisson, il va tout de même être tendre. Oui. C'est pas croquant sous la dent. Non. Il va garder cette saveur, ce jus là, ce sucré. Et c'est là l'intérêt de l'oignon rosé en tout cas pour nous. Oui, oui. Cultivé dans le nord du Finistère depuis 400 ans, ici le bulbe est exploité en famille depuis 4 générations. À l'époque, ces oignons bretons étaient colportés par des marchands que l'on appelait les Johnny. Mon grand-père le vendait donc au Johnny qui partait donc le vendre en Angleterre. Quoi. Ah, il y a plein d'histoires avec Ouais, ces, ouais. Ouais, ouais. ces Johnny's là qui venaient chercher les oignons. Ah ouais. Et des Johnny là-bas qui allaient le vendre en vélo. Oui, oui. Ça fait partie de l'histoire du pays.
J'ai vu que tu avais tout un beau tapis un peu étrange ici. Bah oui, donc c'est la production donc, de graines. Ouais. Cet oignon-là, quand il est planté en terre, il va donner 3-4 hampes florales qui vont donner donc, des fleurs. Donc les abeilles vont venir dessus, vont faire le travail. Et la graine, ces hampes-là vont porter la graine. D'accord, ok. Ces graines récoltées sont minutieusement tamisées à la main, un travail de patience. Elles seront semées dans les champs pour redonner naissance à de nouveaux beaux oignons roses bretons. Donc les oignons, avant de ciseler nos beaux oignons bretons, on le fera tout à l'heure, on va revenir aux ormeaux. Oui, les ormeaux. Parce que c'est une petite surprise que tu m'as faite, tu m'as apporté des ormeaux. Alors là, je t'ai rapporté des ormeaux d'élevage. D'accord, voilà, alors qu'ils ne sont pas cueillis à pied. Voilà, ils n'ont pas été pêchés à pied. pied. Là, ce sont des ormeaux qui doivent avoir 4-5 ans. Ah oui. Des ormeaux que Nicolas me propose en casse-croûte entre 2 étapes de la recette. Qu'est-ce qu'on leur fait? Alors, on les décoquille, tout simplement. Ouais. Et puis, on garde le corps de l'ormeau. Et on va les, si tu veux, on va les cuisiner, mais vraiment de manière la plus simple possible. On va se faire un petit beurre noisette. J'enrobe donc légèrement les ormeaux avec de la farine de blé et nous les saisissons dans une poêle, tout simplement. C'est magnifique. C'est joli, regarde. Mais oui, ces petites barquettes, c'est très très joli, on dirait des bateaux. Exactement. Allez, on va goûter ça. Et là, il faut prévoir un bon couteau quand même, hein. Pas la main. Ils sont un peu plus gros, on dit que c'est des steaks d'ormeaux parce que ils sont vraiment gros. Je te sers un petit peu de cidre? Mais oui, avec plaisir. C'est un cidre brut? Oui. Allez, on trinque. Merci de ton accueil. Mais je t'en prie, mais merci d'être venu surtout. Et d'avoir bravé les éléments. Tu vois, il n'y a pas que dans le Finistère qu'on brave les éléments. Ah, il est exceptionnel. On attaque les ormeaux? Allez, on y va, on goûte. Il y a une vraie saveur, c'est quelque chose de très particulier. Tu vois, c'est presque sucré, un peu comme la Saint-Jacques, effectivement. Oui. Cette chair est presque sucrée. Mais d'ailleurs, on a, tu vois, c'est trompeur, hein. On a cette couleur nacré. qui est un petit peu nacrée comme la Saint-Jacques. Ouais, mais il y a plus de mâche. On a vraiment de la tendreté. Alors, ces ormeaux, pour ceux qui nous regardent, on peut les acheter? Bien sûr, on peut les acheter. Alors, il y a des poissonniers partout en France qui vendent quelques ormeaux comme ça. Alors, il faut arriver au bon moment. Il faut arriver au bon moment, il faut connaître les adresses. C'est vraiment très très fort. Bon bah voilà, hein. Je fais un métier difficile quand même. Hein. Mais il ne faut pas oublier la suite de la recette pour autant. Nous allons nous occuper de 2 oignons roses de Bretagne, récoltés bien sûr par René et Malou. Comment les veux-tu? Alors, il faut juste finement les ciseler en fait, hein, tout simplement. On nâche pas, on n'écrase pas l'oignon. Ce qu'on veut, c'est garder le croquant et puis bien respecter le produit, donc couper le produit qui soit le plus finement coupé. C'est bien, il ne met pas la pression du tout. Ça, c'est super. Non, moi, j'ai pas fait l'école hôtelière, hein, ni marketing, ni autre. Alors, et là, en fait, voilà. Donc, on va d'abord couper cet oignon comme ça, là. D'accord, dans l'épaisseur. Dans l'épaisseur. Il y a quand même une vraie méthode, hein. Alors écoute, moi je dis toujours que je suis pas un champion de la méthode parce que j'ai appris à cuisiner sur le tas. Oui, toi t'es un autodidacte finalement. Ouais, donc j'ai envie de te dire qu'on se débrouille un petit peu comme on peut pour que ce soit le mieux fait possible. Et tu vois, t'as beau pas être champion de la méthode, tu t'y prends drôlement bien. Hein. On arrive à avoir quelque chose. D'accord, donc il faut vraiment que ce soit très très fin. Oui. C'est l'oignon quand même, hein. Pas de doute. Ça fait pleurer un petit peu. Ouais, absolument. Donc on va prendre nos petits oignons. On a nos oignons et puis là on va aller hacher la dulce. La fameuse algue. Algue rouge. Donc, et puis là on va se servir pour justement donner ce côté iodé, le contraste avec le côté terre qui est là. Ça terrien du sarrasin. Voilà, exactement. Alors on va l'utiliser comme un condiment, on va pas en mettre de trop parce que tu peux sentir, c'est quand même quelque chose qui est très fort. C'est très très parfumé, voilà, c'est très agréable. Mais là, tu es transporté sur le littoral. C'est très iodé. Donc, il y a 2 écoles. Il y a des gens qui vont te dire que les algues, ce sont des légumes, comme des légumes, et puis d'autres qui vont te dire que c'est plutôt un condiment. Manger des algues comme ça, comme légumes, c'est vite écœurant. Et puis, c'est une éducation de faire manger des algues. On apprend à les savourer, donc il vaut mieux y aller petit à petit. On va hacher notre dulce, là. Ah, c'est ferme, hein? C'est ferme. Je peux goûter? Oui, bien sûr. C'est bon. Oui. C'est bon, et puis ça a une vraie mâche. Oui, une longueur on a vraiment, et puis ce côté iodé qui est hyper fort. Donc on parlait d'algues et on va suivre Henri Courtois. Henri, tu as appris beaucoup de choses concernant les algues, c'est ça? Complètement, c'est
C'est incroyable. Voilà, un puits de science. Il connaît beaucoup de choses et c'est passionnant se promener voilà, sur l'estran avec Henri et découvrir toutes ces algues. Ben voilà, promenons-nous sur l'estran. Le soleil se lève sur la mer Celtique. Nicolas met le cap vers l'est pour se rendre sur l'une des plages de Roscoff où se trouve le plus grand champ naturel d'algues. Son commandant de bord est son ami Henri Courtois, un passionné qui étudie et transforme les algues depuis près de 30 ans pour les ancrer dans le paysage culinaire. Là, on arrive sur un endroit où il y a des cailloux partout. Et quand il y a des cailloux partout, et ben, nous, ça nous va bien parce que comme ça, il y a des algues sur les cailloux. Hein, l'essentiel de la cueillette se fait ici. Pour toi ? Ici, on est sur une zone que l'on qualifie de battue, c'est-à-dire qui se fait fouetter par la mer à tour de bras. Et il y a des espèces qui adorent ce brassage. Hein. Il y a plusieurs algues ici. Il y a de la laitue de mer, il y a de la dulce, il y a du spaghetti de mer. On a ici la possibilité de venir plusieurs fois au cours de l'année. Pour la dulce, c'est une bonne saison, elle est belle, elle est bien mature. Puis ici, on a une qualité d'eau qui est remarquable. Avec son équipe, Henri repère tout au long de l'année sur son bateau les emplacements fertiles en algues, puis attend les grandes marées qui donnent accès aux sites de récolte, comme ici ce matin. Ce qui est important, c'est de laisser les pieds. Ça permet à la génération future de pousser de nouveau. Et donc comme ça, à la prochaine saison, hein, de revenir sur le même site et de voir de nouveau une belle densité de dulce pour ce qui nous concerne aujourd'hui. C'est le même phénomène que dans un jardin en fait. Hein. C'est pareil, si tu respectes bien la bonne manière de tailler, ça repousse beaucoup mieux, quoi. La bonne maturité et puis l'algue est meilleure aussi. Hein. On voit à travers. C'est juste magnifique. Là, on a juste de la finesse. L'intérêt, c'est de retrouver ce croquant, cette finesse là dans les assiettes de nos clients. Moi, je dis qu'elle a une saveur qui est presque musquée en fait. C'est vraiment intéressant. Là, sur la recette, on la travaille avec de la crème. Elle va renforcer le goût, ce goût terre du sarrasin. Ton sac est plein, Henri? Commence à peser, hein. Quand il y a de l'eau dedans, ça pèse. C'est ça. Un dernier effort. Vas-y, à toi le premier, je t'en prie. Allez, on y va. Retire bien l'eau. Hein. Nous, on veut les algues, pas l'eau de mer. Tu veux pas l'eau de mer. Les lourds sacs d'algues chargés sur l'embarcation, nos compères doivent attendre la montée des eaux pour reprendre la route. Ils en profitent pour explorer les rochers environnants et y faire une petite pause gourmande avec les produits marins et végétaux confectionnés par Henri. Alors voilà, un petit tartare d'algues. Tu vois, regarde. On retrouve les couleurs. Du rouge, du vert. Bon appétit, Henri. Nicolas. Merci. Merci. Et puis, t'es un bon cueilleur d'algues. Plutôt pas mal, on s'est bien débrouillé là. Il y a 10 ans ou 15 ans, les algues n'avaient pas la présence qu'elles ont dans les cuisines. Ah, c'est clair. C'est parce que vous nous avez appris comment on pouvait l'utiliser. Oui, mais nous, grâce à vous, on a pu voir que, tiens, on peut faire telle association. Oui. Tout ça, c'est génial. Bon, voilà. C'est le bon deal. Et donc, on a vu que le littoral ne manquait pas de ressources en algues. Ah non, on a tout ce qu'il faut. C'est riche, c'est tellement brassé en fait. C'est ça, il faut savoir. Voilà, l'hiver, on a aussi ces tempêtes. L'eau est très oxygénée. On a une eau, et quand tu viens en été, ça pourrait être les Seychelles tellement l'eau est limpide. Donc on a des paysages qui sont juste splendides. Paradisiaques. Oui. Où est-ce qu'on en est? Alors là, il va falloir qu'on monte de la crème pour l'aérer, pour l'alléger. Et puis si tu veux, pendant le temps que je la monte, tu peux me couper les crêpes. Alors des galettes, bien sûr. Des galettes bretonnes au blé noir. Au blé noir. Regarde, elles sont fines. Et puis on a, tu vois, cette dentelle. Une dentelle. Voilà. On est très dentelle là-bas. On est très dentelle. Et on aime bien avoir donc ces crêpes bien fines. Mais là, ça dépend un peu des régions de la Bretagne. Non, il y en a qui les font plus ou moins épaisses. C'est pas des vrais Bretons. Ah ben voilà. Donc là, ce que je voudrais, c'est avoir en fait
Ah oui, c'est vraiment des tagliatelles à peine. Ah ouais, c'est des même spaghettis. plus fin qu'une tagliatelle. Plus c'est fin, plus ce sera joli. D'accord. Voilà. Je me concentre sur la découpe de fines lamelles de galettes pendant que Nicolas fouette la crème fermière pour sa sauce d'accompagnement. Les tagliatelles de galettes, une fois réalisées, nous les dorons dans une poêle généreusement beurrée. Donc, étant donné qu'on est en Bretagne, on frit en général pas avec de l'huile, mais avec du beurre clarifié. Ah oui, d'accord. Oui. Tu plonges dans le beurre, beurre fondu. Voilà, fondu, donc là- et donc clarifié, ça veut dire que tu as retiré la caséine, c'est ça? Exactement. Et T'as le petit retiré lait le qui petit reste lait. au fond, tu sais. Et on a un beurre qui est pur, Et donc, il peut monter en qui température. peut monter jusqu'à 250 degrés. Donc voilà. Alors, ce Et qu'il je faut les faire, écarte tout de tu suite, non, les c'est écartes ça, pour pas paquet. que ça fasse un Ça paquet. va être assez rapide? Ah oui, ça va être très rapide. Oh là là, ça Alors, sent... tu sens la crêpe qui arrive, tu sais, quand t'as la crêperie, que la Exactement. crêpe est posée, c'est vraiment ça. Exactement, elle est encore frétillante sous le beurre. On va les mettre Une ici. belle idée. Donc voilà, tu vois, on a nos chips qui sont là. Nicolas finalise sa crème fouettée en y intégrant les oignons et les algues. C'est ta sauce tartare à toi, quoi. Voilà, on va tout simplement mélanger cet ensemble. Tous les composants de sa recette sont prêts. Il ne reste plus qu'à pocher les huîtres. On va les pocher en fait entièrement. D'accord. On va pas les Entièrement, ouvrir. c'est-à-dire avec la coquille? Avec la coquille. Ah oui. Elle va garder toutes les saveurs. Et on a quelque chose de vraiment intéressant en bouche. Donc là, si tu veux, vais on n'est pas loin, tu peux la laisser 1 minute. Le temps qu'elle s'ouvre, finalement, c'est ça? Non, je veux surtout pas qu'elle s'ouvre parce qu'en d'accord. fait, il faut pas que l'eau rentre à l'intérieur. D'accord, je comprends. Voilà. Du coup, tu les cuis à l'étouffée, quasiment. Voilà, c'est ça. C'est ça. On va prendre nos huîtres. Donc tu vois, elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte, oui, Non. absolument. Donc se elle a protège. cuit à l'intérieur. Il faut maintenant ouvrir les coquillages et la technique de Nicolas s'avère très utile. On peut le faire tous les deux. Je te Ouais, donne bah, un torchon et un couteau. Et en fait, c'est pas ton couteau qui bouge, c'est toi qui bouge. C'est qui bouge la main. La main en fait. Comme ça, tu vas ouvrir l'huître, comme ça. Ouais, alors ça, attention, à l'ouverture d'huître, faites très Voilà. attention parce que c'est quand même souvent l'occasion de se faire très mal à la main. Voilà. Donc il faut être précautionneux. Et en fait, le but, c'est de garder, tu vois, l'huître juste la moins abîmée possible. Voilà. Mais c'est super, regarde. Ça va? Je suis jaloux parce qu'elle est encore mieux que la mienne. Elle est plus belle. La chance aux débutants, comme on dit. On vide la première eau, non? Non, pas du tout. Non. Non, non, tu gardes tout. D'accord, très Voilà. bien. Allez hop. Donc les huîtres, on les a ouvertes. Oui. On va les sortir de la coquille ou pas? Oui, tout à l'heure, on les enlèvera de la coquille pour pouvoir les dresser. Bon, bah le plat, il est quasiment prêt. Il Hein. est quasiment prêt. Il n'y a plus qu'à dresser. Et préparer le dessert. Pour le coup, un dessert bien local. Ah, complètement. Le phare pitilic. Oui, le farce pitilic. Le farce pitilic. Ah là là, au niveau des accents, le farce pitilic de Lucia. Voilà, ça y est, on y est. Pour la préparation du dessert, au goût du Finistère Nord bien sûr, nous retournons à Plouidère, sur les terres de Nicolas, pour nous rendre dans la ferme de Lucia et de Gaël Pogam. À la fois producteur de lait et crémier, Gaël élève sur place 60 vaches du terroir, qu'il laisse tout au long de l'année brouter l'herbe fraîche des pâturages. Ça, c'est une chance pour nous et c'est vrai que ça se ressent dans la qualité des produits, du coup. Les oméga 3 notamment, qui apportent une qualité au niveau gustatif et au niveau santé. Le chef Nicolas, du coup, c'est vrai que c'est ce qu'il apprécie chez nous. La proximité et la qualité du lait n'ont pas échappé à Nicolas, qui se fournit depuis plusieurs années auprès de Gaël et Lucia en produits lactés de toutes sortes. Crème fraîche épaisse ou liquide, yaourt et surtout en beurre. Un beurre fermier demi-sel bien sûr qui se prépare artisanalement dans l'atelier de la ferme. Alors la crème a été faite mardi matin et du coup 48 heures après on la barate. Une opération de 10 minutes durant laquelle la crème va se transformer successivement en chantilly, puis en beau grain jaune avant de se métamorphoser en une pâte onctueuse. Ouais, voilà, là il est bien. Le beurre a bien commencé à s'agglutiner en genre de motte. Il est bien jaune. Le beurre est alors salé et moulé à la main dans des moules traditionnels. Un beurre tout frais qui va permettre à Lucia, la femme de Gaël, de préparer en cuisine le farce pitilic. Le dessert estampillé Nord Finistère pour lequel il faut Des œufs, du beurre, du sucre vanillé, du sucre en poudre, de la farine et du lait entier.
Pour commencer, on va mélanger le sucre vanille à la farine. Lucia mélange à la farine un sachet de sucre vanillé et 4 cuillerées à soupe de sucre en poudre. Elle ajoute 3 œufs fermiers, une pincée de sel et mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte fluide. Alors donc cette recette, c'est ma belle-mère qui m'a appris à faire parce que donc, je suis colombienne et il fallait bien que j'apprenne une petite recette bretonne. Lucia verse maintenant 30 centilitres du lait cru, entier et crémeux de la ferme pour cet appareil qui n'est pas sans rappeler la pâte à crêpes. Maintenant qu'on a tout mélangé, on prend une luche, on fait souvent ça avec notre famille, pour vérifier la consistance de la pâte. Elle est bien liquide, mais elle garde aussi une petite texture un peu crémeuse. Elle est parfaite. La pâte doit reposer quelques heures. Lucia en profite pour préparer une confiture de lait, sa spécialité. C'est ma manière de rendre la recette du farce pitilic un peu à la colombienne. La confiture de lait, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup en Colombie. Une confiture qui se confectionne avec 70 centilitres de lait et 300 g de sucre, qu'elle porte tout d'abord à ébullition avec une gousse de vanille, puis chauffe à feu doux durant 2h30 en remuant régulièrement pour obtenir une texture très lisse. La confiture de lait, c'est ma grand-mère qui faisait souvent à la maison. Souvent, on fait de la confiture de lait pour les fêtes de Noël. Donc, là, 2h30 après, notre confiture a bien réduit. Donc, on a vu qu'elle a maintenant caramélisé. On va la laisser refroidir et on va pouvoir commencer à faire notre farce pitilic. Lucia laisse fondre et caraméliser une belle noix de beurre maison dans une poêle brûlante et y verse une bonne louche de la pâte qui a reposé. Donc maintenant qu'on a versé, il faut ramener la pâte qui commence à cuire sur les bords. On le ramène vers le centre. Pour la petite histoire, le farce pitilic, ça veut dire un farce fait à la poêle. Elle retourne le farce pour dorer l'autre face. Et notre fard est prêt. Et y étale généreusement sa confiture de lait. Le farce est prêt pour notre repas. Alors, ce fameux farce, j'ai compris qu'on le prononce comme ça, farce. C'est le farce à la poêle, quoi. C'est vraiment la particularité, parce que moi, le farce, je le connais au four. Bien sûr. Et là, c'est vraiment, ils appellent ça aussi farce buenne. Ça fait le caractère de la région. Avant de dresser, on va tout simplement prendre nos huîtres et on va, en fait, décoquiller, enlever notre huître, si tu veux. On va gratter le pied, comme ça. Oui, parce que ça, c'est délicieux, le pied, faut pas le perdre. C'est ça. Et je la pose sur la... Alors, on va d'abord la mettre sur le papier pour égoutter un tout petit peu cette huître. D'accord. On va disposer nos huîtres dans les assiettes. Tu vas dresser. On en met combien? On en met 3. 3. On se fait chacun une assiette. Ensuite, on va prendre notre crème et on va se faire tout simplement une petite quenelle, comme ça, de crème. Et on va se mettre, tu vois, nos dentelles juste comme ça, pour donner en fait du croustillant au plat. Et ensuite, on va prendre notre velouté de sarrasin. Ah oui, que tu sers en saucière carrément. Et regarde comme il est onctueux. D'accord, on apporte ça comme ça. Voilà. C'est drôlement joli. Hop. Nous apportons les premières assiettes dressées dans la salle à manger alors que la tribu bretonne de Nicolas pointe le bout de son nez. Entrez, entrez. Bonjour, bonjour. Bonjour Malou. Entrez donc, venez vous réchauffer. Malou et René, les producteurs d'oignons roses de Bretagne, arrivent en tête avec Gaël, l'éleveur, les bras chargés de ses produits lactés. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Alors, le dessert déjà, je Oh bah oui, le dessert, très important. Avec la confiture de lait que j'ai dans la poche. Hop. Parfait. Hop. Voilà. Et alors, donnez-moi ça. Et donc les yaourts de la ferme, oui, tout à fait. C'est le premier ça, produit transformé en lait c'est très très précieux. qu'on a élaboré chez nous. Henri, le cueilleur d'algues, a pour l'occasion quitté son bureau de pleine mer.
Et alors vous, Henri, du coup, alors, ça, vous Julie, c'est apportez les petites spécialités que l'on fait à base d'algues. Ah, tartare d'algues au citron confit à la provençale. Ah oui, d'accord, vous en faites un peu, c'est un peu comme des tapenades, mais à votre façon, quoi. Façon bretonne. Chacun son terroir. Ah bah c'est formidable, tiens. Et puis, on va pouvoir goûter. Plein de cadeaux gourmands, l'esprit de Noël est toujours là. En cuisine, Nicolas, qui ne laisse rien au hasard, apporte la dernière touche à ses assiettes, pendant que tous nos invités s'installent. Alors au menu, le chef vous propose des huîtres, ça vous l'avez deviné, je pense. elles sont belles. Avec un velouté de sarrasin. Et puis on va retrouver beaucoup des produits de Gaël, beaucoup des produits d'Henri, et puis vos oignons, évidemment. Mais je vous dis pas où, vous allez voir. C'est très joli. Est-ce que c'est un plat signature, comme on dit aujourd'hui, de ta carte? Signature, je sais pas, mais en tout cas, c'est tout le Finistère qui est dans l'assiette, c'est le plus important. Voilà. Ah non, c'est bon. C'est bon. La bouteille de cidre, ouais, c'est bon. Ah, du cidre. Alors, Wow. ah bah oui, attendez, non mais nous, on fait pas les choses à moitié. Hein. J'ai l'impression que tu fais souvent des mélanges terre-mer. Ouais, et ça, c'est vraiment inspiré de ce passage en Alsace où on a quand même, c'est des produits très terre. Et puis je crois que de toute manière, dans le Finistère, en tout cas sur la côte nord, là où on vit, on est toujours partagé entre ces terres et cette mer là qui est toute proche. Donc on a toujours ce rapport des deux. Et je crois qu'on le garde tout le temps avec nous, en fait, dans tout ce qu'on fait. C'est appétissant. Hein. Et bon appétit. Bon Bon appétit. appétit à tous, en tout cas. Merci beaucoup également. C'est délicieux. Et est-ce que cette terre, justement, ces limons, j'imagine, qui nourrissent la terre, est-ce qu'on les ressent dans le fruit de vos cultures? Bien sûr. Ouais. Déjà, de par le fait qu'on met du goémon pour amender les terres, ça se retrouve forcément dans le goût des produits, quoi. Pour ce qui est des vaches, qui, tu nous l'as dit, broutent quasiment à l'année, non-stop, ce qui est quand même un privilège ultime. C'est clair, on voit de moins en moins des élevages qui le permettent. Après, c'est notre volonté. On est dans une production qui est du coup de plus petite taille que la plupart des élevages français, mais on a voulu ça, ce côté qualitatif, ce qui permet d'avoir vraiment des produits où la terre s'exprime vraiment. C'est ça. Et alors Malou, et vous, René, vous travaillez à l'ancienne puisque vous ressemez vos propres graines. Tout à ça fait, se fait de ouais. moins en moins, ça. On est en train d'essayer de relancer justement le fait que les jeunes paysans puissent maintenant refaire leurs graines eux-mêmes. Et c'est important. Ouais. Et adapter les produits au terroir. Tous nos choux, tout ce qu'on fait, même maintenant les carottes, on produit nous-mêmes nos semences. Comme ça, on sait aussi vers quoi on va, on sait quel produit, on sélectionne sur le goût. Ouais, si le produit est bon au départ, forcément, c'est un plus pour toi. Ah bah c'est beaucoup plus simple pour nous. Mais sans oublier l'huître quand même. L'huître est d'une qualité exceptionnelle. Ouais, c'est ça. Ce croustillant de sarrasin, là. Mais son velouté aussi, c'est étonnant. Hommage aux oignons parce qu'ils apportent un petit goût sucré, un vrai croquant. C'est une particularité du rosé, hein, d'avoir ce petit goût sucré. Il a vraiment là, ce goût sucré mais doux qui est assez subtil. Et il se mange cru facilement, hein. Il n'est pas du tout Il est très tendre. Ouais. Et d'ailleurs, c'est même un bel oignon comme ça. C'est dommage de trop les surcuire parce qu'ils ont tellement de saveur. Donc moi, j'aime bien les utiliser la plupart du temps à cru, en tout cas. Est-ce qu'on en retrouve dans vos tartares d'algues, Henri, ou pas? Oui, tout à fait. Oui. C'est l'occasion de goûter. On a effectivement des ingrédients le plus local possible également. Est-ce que c'est bon, ça? Tartare d'algues au citron confit. C'est vraiment précieux, ça. Pas besoin d'en faire plus. Et... Je sais pas pourquoi on fait venir des chefs, finalement. Il suffit d'ouvrir des bocaux. Hein? Non, mais franchement... Et en plus, le chef dit que c'est très bon, donc... Alors, les algues, ça se sème tout seul. Les algues, elles sont in situ, on vient les récolter, c'est du sauvage, quoi. Comme un peu les champignons, on est dans la cueillette. Nous, le travail, c'est super simple, quoi. C'est récolter, laver à l'eau de mer et conserver dans du sel. Donc, on a vraiment le produit derrière qui va restituer quasiment comme si on venait de pêcher l'algue. Quand on l'utilise, on a vraiment l'impression d'être en bord de mer. Ah, complètement. Il y a différentes maturités au niveau des algues. Et donc, c'est important de savoir ce que va rechercher Nicolas, hein, comme taille, comme texture, hein, le goût plus ou moins iodé. Ah oui, c'est comme un légume ou une viande, finalement. Ça, plus exactement. il sera âgé, peut-être plus il développera de saveur, mais en même temps, il sera plus ferme, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Toutes les algues sont comestibles ou pas? Alors, toutes les macro-algues, c'est-à-dire celles que l'on voit, sont comestibles. On peut vraiment aller faire une balade en bord de mer au moment des grandes marées. Et à marée basse, vous allez cueillir les algues et les goûter.
En tous les cas, on s'est régalé. Là, ton plat, c'était votre plat, parce que Julie aussi... Ah oui, non, mais moi j'étais exécutante. J'ai appris à ciser un oignon, je suis pas venue pour rien. Ça, c'est quand même un grand pas dans ma carrière. Bon, allez, on goûte les yaourts, ça vous tente? Avant de goûter le farce pitili. Ça va là, comme ça? Le farce pitili. Oh, je me suis entraînée toute la nuit. Hein. Et là, je coupe. Alors, comment ça se passe qu'il y a plusieurs crêpes finalement l'une sur l'autre? Oui. Je coupe en parts comme un gâteau. C'est ça. Très bien. Si vous voulez donc mettre aussi de la confiture de lait sur votre yaourt, ça peut sur tout le à fait yaourt, se faire. c'est sympa. Oh, allez, hop, prenez. Approchez nos assiettes. Allez, alors il y a des astuces pour faire cette confiture de lait, alors? Il faut de la patience. C'est ça, du temps, de la patience. C'est cuit très longtemps. Ouais, c'est cuit très longtemps, ouais. Et un bon lait surtout, non? Réduit. Bah, non, mais la couleur, la texture, la brillance de ce yaourt est dingue. Je ne l'ai même pas goûté. Mais rien qu'à l'œil, déjà, je suis dans une autre dimension quand même du yaourt. Hein. Ça, c'est vraiment le dessert d'enfance. Ce côté gâteau de crêpes, en plus, elles sont onctueuses, elles sont savoureuses. Puis la confiture de lait. Mais ça va pas, le yaourt va bien avec aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça se met Et bien. je trouve que dans votre farce, on sent vraiment bien le beurre, en fait. Ouais. On a bien le parfum du beurre. Non, mais c'est vrai. Oui, exactement. Ouais. Ce qui permet aussi de dorer la crêpe, vraiment de la brunir comme elle est. Là. En fait, c'est le beurre qu'on met à... Mais c'est ça. Et puis le beurre, il est partout. Enfin. Oui. Ouais, chez nous, ouais. Voilà. Chez nous, quand même. Il y a du beurre partout. Le beurre est très Ouais. présent. Ce sera la phrase de cette émission. Le beurre est partout. Quand c'est pas le beurre, c'est la crème. Bon, il reste une dernière petite part. Hein. Vous allez vous sacrifier. Allez, non mais Gaëlle, allez Gaëlle. Il y a de la route hein, pour repartir. Ouais, bah oui, en plus, ouais. Mais j'espère que ce voyage en Finistère Nord vous a plu. En tout cas, que ça vous a donné envie d'y aller, de goûter les beaux produits, de rencontrer ces agriculteurs passionnés, engagés, qui défendent leur territoire, leurs traditions, leurs produits, leurs paysages et aussi leur liberté. On l'a entendu. Une nouvelle génération, ancienne génération. Bref, ça vaut le détour. Et puis surtout, n'oubliez pas de faire halte chez Nicolas et Solène. Salut!